OK. Si je vous pose une question, c'est quoi? Nommez-moi les étapes pour faire l'acquisition d'une maison. 8 choses, pas d'une maison, d'une automobile, excuse-moi. Avant d'acheter une automobile usagée d'un particulier, ça serait quoi les 8 étapes? Essai routier. Pardon? Essai routier. Essai routier, définitivement, l'essai routier. Inspection visuelle. Inspection visuelle, oui. Après ça, souvenez-vous un petit peu? Une inspection mécanique, c'est très bon aussi. Comment on fait ça pour regarder s'il y a des liens sur l'automobile? Le numéro de série, qu'on appelle le NIV. Puis on fait quoi une fois qu'on a le grand baptême de numéro de série d'en face? On va sur le site, ça s'appelle le RDPRM. Le registre des droits personnels réels mobiliers. Et là, avec le numéro de série du véhicule, on est capable de faire ça. On est capable de faire d'autres choses aussi avec le numéro de série du véhicule, le NIV. S'il est accidenté. S'il a déjà été accidenté. C'est-à-dire s'il est devenu un VGA. Où on appelle pour ça? N'importe quel concessionnaire qui vend ce type de véhicule-là. Si vous achetez un Nissan, vous appelez chez Nissan. Si vous achetez un Toyota, vous appelez chez Toyota. Si vous achetez un GM, vous appelez chez GM. Et eux, ça va leur faire plaisir avec le NIV. Prenez-le comme il faut, par exemple, parce que si vous inversez 2 chiffres ou 2 lettres, ça peut avoir des conséquences assez graves. Et ils vont être capables de vous dire quand est-ce que ce véhicule-là a été mis sur le marché. Ils vont être capables de vous dire s'il a déjà subi un accident grave qu'on appelle un VGA, qui à ce moment-là vient annuler automatiquement toute garantie sur le véhicule. C'est clair pour ça? C'est sûr qu'avec le RDPRM, on sait également qu'il y a un lien, mais il faut faire plus que ça. Même si on le sait, il faut aller régler nous-mêmes ce lien-là. Parce que si on dit hey, tu vas aller le payer, la caisse dit oui, oui, puis tu ne le fais pas, ça ne marche pas. Okay? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi? Garder l'intérieur. Ouais, ben là, il y a quelqu'un qui a parlé de l'inspection, effectivement. L'essai routier, entretien mécanique, le NIV. Oui? Regarder les factures. Si on peut mettre la main sur des factures, ça va être super bon pour se faire une idée personnelle. Hein? Donc, je vais les reviser. Vous les avez pas mal tous nommés. Il y avait aussi si les entretiens avaient été faits. Ben, avec les factures, on va être capable de le voir, c'est ça. Prendre quelques renseignements sur la voiture convoitée, c'est-à-dire s'informer d'un particulier, c'est qui possédait l'auto, est-ce qu'elle est utilisée à des fins commerciales. Tout le monde va vous dire que c'est un curé qui avait ça, puis qu'il l'utilisait quasiment pas. Mais on sait très bien que c'est pas tout à fait comme ça. Et en faisant l'inspection visuelle, on est capable de noter des choses, par exemple, la pédale à frein ou la pédale pour donner de l'essence est plus usée, les accoudoirs sont très usés, puis s'il vous dit qu'elle a 25 000 km, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Bien que c'est de plus en plus difficile de changer le kilométrage sur un automobile, c'est des petits signes qui peuvent vous montrer que l'auto est peut-être plus endommagée que vous pensez, ou tout au moins utilisée plus que vous pensez. Okay? Prenez toujours en note le numéro de série, on l'a vu il y a quelques secondes. L'examen mécanique, vous l'avez demandé. Les coordonnées de l'ancien propriétaire. Faire un essai routier, vous me l'avez dit. L'inspection visuelle, vous me l'avez dit. L'intérieur, vous me l'avez également mentionné. Et consulter le RDPRM. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Okay. C'est fort probable que je vous pose des questions là-dessus parce que ça a une importance capitale lorsqu'on achète un automobile usagé. Okay. Donc, ça devient extrêmement important d'être en mesure d'être capable de faire ça. OK pour ça. Là, on va aller dans un petit peu plus technique. Juste avant, on va vous poser une autre question. Ça serait quoi les choses à faire pour les moyens pour ne pas perdre de l'argent sur la vente de votre automobile? Encore là, j'ai mis ou de conserver la valeur optimale de votre automobile. Première des choses, d'être capable de garder toutes nos factures d'entretien pour être capable de prouver à l'acquéreur potentiel qu'on a fait un entretien judicieux de notre véhicule. Okay? Ça, c'est important. On a tendance à nos factures, on les jette. Mettez-le peut-être dans le coffre à gants du véhicule au pire. Ne les perdez jamais. Hein? Ça, c'est une chose importante. C'est quoi les autres choses qu'on pourrait faire pour limiter la perte de valeur de notre véhicule?
Ne pas le personnaliser. Ne pas le personnaliser et ignorer complètement les intervalles d'entretien. Le pas le personnaliser, ça ne veut pas dire laisser un gros dé en peluche rose sur le coin du miroir. Là, ça s'enlève assez bien. Mais si vous modifiez les ailes, vous modifiez la soute du véhicule, vous mettez des vitres teintées, vous mettez des spoilers en arrière, vous mettez des roues qui sont gigantesques ou l'inverse, bien, vous comprenez qu'à ce moment-là, ou vous mettez un système de son dans la valise qui fait que c'est sûr que ça fait boum, boum, boum quand vous le partez, mais il n'y a plus de place, bien, ça se peut que vous perdez beaucoup en le vendant. Ça, c'est sans compter les impacts que ça peut avoir sur les primes d'assurance quand on les déclare, évidemment. Et si on ne les déclare pas, bien, à ce moment-là, Il n'y a pas la couleur aussi. il y a la couleur. Faut pas qu'elle soit trop. Ben, si on prend des couleurs qui sont trop spéciales, entre guillemets, je sais pas, moi, rose fluo, peut-être que vous allez trouver à le vendre à une fille, un gars, c'est pas certain, puis c'est pas sûr qu'une fille non plus. Là. Où il y a des couleurs qui sont vraiment, qui sortent de l'ordinaire, il faut faire attention à ça. Okay? Dans la mesure où vous ne fumez pas dans votre véhicule, vous allez me dire, ben moi, je suis propriétaire du véhicule, je fais ce que je veux, vous avez effectivement le droit de faire ce que vous voulez, sauf que l'odeur va s'imprégner dans les tissus du véhicule, ça va être très difficile à faire partir. On parle de ne pas fumer, mais on parle également de ne pas manger et boire dans le véhicule. Pourquoi on dit ça? Parce que tu risques fortement, à un moment donné, de m'échapper. Et vous allez voir que ce n'est pas évident. Essayez pour le fun, là, prenez le bras de transmission puis lâchez du café un petit peu dessus, vous allez voir dans quelques jours ce que ça va faire. Okay? Sans compter qu'on a de plus en plus d'appareils électroniques dans le véhicule. Alors, je fais ça sur le GPS, là, je ne suis pas sûr qu'il va vous orienter longtemps sur la bonne destination à prendre. Okay? Et c'est une question d'habitude, tout simplement. Donc, on dit, écoutez, parce que la nourriture va se détériorer, va pourrir, puis il va y avoir des odeurs dans le véhicule. Choisir une couleur voyante, comme on l'a dit. Refuser les options de base. Normalement, on va accepter les options de base. C'est quoi les options de base qu'on parle aujourd'hui? Air climatisé, lutte électrique, transmission automatique et non pas manuelle. C'est des choses très, très importantes. Il y en vient d'autres de plus en plus, là, hein? De plus en plus, les véhicules arrivent avec des choses qui sont importantes. Vous n'êtes pas obligé nécessairement d'avoir le GPS, mais il y a de plus en plus de choses qui vont arriver. Les sièges chauffants, surtout en hiver, c'est très, très apprécié. Maintenant, ce n'est pas nécessaire. Je fais juste vous dire qu'il y a certaines choses qui peuvent être plus faciles pour revendre le véhicule. C'est sûr, vous allez me dire, on a payé pas mal cher. Dans certains cas, c'est vrai, dans certains cas, c'est pas vrai. Personnaliser votre véhicule, on en a parlé. Les pneus dépareillés. C'est très important que lorsque vous faites l'acquisition d'un véhicule puis que vous le gardez pendant quelques années, si vous changez les pneus, changez donc les quatre pour avoir les mêmes choses. Ou au moins les deux. Si les deux d'en avant sont plus usés, bien, remettez les mêmes modèles qu'il y avait en arrière. Ou vice-versa. Si ceux-là d'en arrière qui sont plus. C'est sûr que si vous faites un accrochage et que c'est très très bien réparé, ça peut être correct. Mais si c'est mal réparé ou ça peut porter une atteinte à la valeur du véhicule, parce que quelqu'un qui va l'inspecter va dire que ce véhicule-là a déjà été endommagé. S'il était très bien réparé, ça ne pose pas vraiment de problème. Okay. C'est sûr que cet automobile a été coupé en deux, ça peut poser des problèmes. Okay. Et le dernier point, c'est acheter une voiture qui se déprécie très rapidement. Il y a des types de véhicules qui vont se déprécier plus rapidement. Surtout les véhicules qui coûtent passablement cher ou sont un petit peu exotiques. Je peux vous garantir que la valeur, après 2-3 ans, elle drop beaucoup. Okay. Énormément. Ça va pour ça? Donc, ça nous fait partie, c'était partie des choses que je pourrais vous demander. Vous ne les demanderez pas nécessairement tous, mais je pourrais dire, nommez-moi en 4-5 facteurs qui vont faire que ça va conserver. Puis, portez attention à la question que je vous pose. Si je vous demande qu'il y ait des faits dépréciés rapidement, puis vous me mettez tout ça, moi, ça ne le fait pas déprécier, ça le fait garder la valeur. Lisez la question, là. OK? Si je vous demande les points qui font que ça va garder la valeur, c'est correct. Mais si je vous demande les points qui vont faire, bien là, c'est personnaliser votre véhicule, ça va le faire dropper. Ne pas faire l'entretien. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Lisez la question, il me faut. C'est pas vraiment compliqué. Maintenant, quand on parle d'automobile, on va parler aussi d'un autre petit problème. C'est le calcul des taxes. Le calcul des taxes est toujours très, très important. Je vais juste tourner ça légèrement un petit peu comme ça ici pour qu'on voit mieux. Comme ceci. Okay. Le calcul des taxes, on va prendre un exemple concret.
C'est toujours la même chose. On va prendre un exemple, mettons, avec 10 000 la valeur de notre véhicule usagé, puis supposons 40 000 la valeur de notre véhicule neuf. Okay? Si je vends mon véhicule usagé à quelqu'un, quelles taxes vont s'appliquer? Si je vends mon véhicule usagé à quelqu'un, cette personne-là n'a jamais à payer la TPS. C'est seulement la TVQ, il ne me la paye pas à moi, il va la payer au Bureau des véhicules automobiles à la SAC. D'accord? Ça, c'est important. Donc, le 10 000 multiplié par 9,985. On va arrondir ça comme ça. On est pas mal proche. Vous allez nous donner... Oui, je vais vous le donner le taux. Je vais vous le marquer le taux. OK? Donc, ça va donner à peu près 998,50 $. Donc, le véhicule au total à cette personne-là, ça c'est conditionnel à ce que la valeur sur Auto Hebdo ne soit pas supérieure à 10 500 $. Parce que la valeur, c'est supérieure à 10 500 $, la loi dit ceci. Le montant que vous avez payé, le plus élevé du montant que vous avez payé, ou le montant qui apparaît dans Auto Hebdo, moins 500 $. Si la valeur qui apparaît dans Auto Hebdo est à 11 000 $, vous allez payer la taxe sur 10 500 $. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Donc, dans le problème, si je vous pose une question là-dessus, soyez attentifs à la valeur que je vais mettre dans la valeur d'Auto Hebdo. Parce que si je viens vous mettre 11 800, la TVQ va s'appliquer sur 11 300. Est-ce que c'est clair? Si la valeur de Auto Hebdo est à 9 600, la taxe va s'appliquer sur 10 000. Le plus élevé de 10 000 ou 9 100, c'est 10 000. Est-ce que tout le monde comprend bien ça? Donc, c'est toujours important d'aller vérifier la valeur sur Auto Hebdo avant de passer un contrat avec un particulier, ne serait-ce que pour lui dire, écoute, on va convenir d'un prix inférieur à ça parce que sinon, on va payer la taxe sur un montant plus élevé. Est-ce que c'est clair, ça? Bien souvent, il n'existe même pas de contrat entre deux particuliers aussi. C'est une entente verbale, on s'en va faire la transaction au bureau des véhicules automobiles. Comme très peu de gens ignorent la valeur du véhicule, ben à ce moment-là, ça se peut qu'ils payent plus de taxes. L'autre point, c'est important de connaître la valeur marchande du véhicule par rapport à votre élément de négociation. Si vous chargez plus que la valeur du véhicule, il faudrait qu'il y ait une bonne raison. Très peu de kilométrage, automobile extrêmement propre, des choses semblables. Okay? Sinon, tu te dis pourquoi je paierais plus cher que ce qui l'évalue. C'est correct pour ça? Oui. Mais quand tu vas le vendre, quand tu l'achètes d'un concessionnaire, là, tu vas payer la TDS, la TVQ au concessionnaire, fait quand tu vas arriver à sac, tu ne payeras pas. En fait, c'est le concessionnaire qui va. Le concessionnaire, c'est vraiment la juste valeur marchande, eux autres. Okay, Parce que c'est pas lié, c'est pas les particuliers, eux autres, qui sont réputés avoir à charger la taxe, mais en réalité, ils vont le faire pour t'accommoder dans le sens où ils vont, quand tu vas acheter un véhicule dans un garage, eux autres, ils sont déjà pré-autorisés par la SAQ, ils ont déjà des licences, ils ont déjà un paquet de choses avec le prix de vente. Eux autres, ils n'ont pas avantage à le mettre moins élevé ou pas. Là. Tandis qu'un particulier ne paye pas d'impôt dessus, il n'y a rien, c'est pas pareil. OK? Un garage, il n'y a pas de problème. Donc, ça va lui coûter, au total, 10 998 $. C'est clair pour tout le monde? Maintenant, on continue. Si moi, j'achète un véhicule neuf de 40 000 $ et que je n'ai pas d'échange, combien je vais payer? De TPS. 5 % de TPS. 2 000 $ et la TVQ qui va être payée toujours au garage, mais en réalité, c'est par la SAC aussi. Ça va être 3 000, le double, c'est-à-dire presque le double qu'on va mettre là-dessus. Ça me donne, excusez, 2 995 $ ou quelques sous. Voyons. 4 000.
ou à peu près. Quand OK? tes véhicules, tu payes après, quand tu es rendu à 42 000, tu as rendu sur ton 42 000, tu as payé Non, et puis c'est plus comme ça la télé. Non. Tu payes tout le temps sur 40 000. sur 40 000. Si tu veux la payer sur 42 000, tu peux encore le faire, mais ton taux, à ce moment-là, va être à 9,5. C'est le même calcul. C'est le même calcul. OK? En d'autres termes, si tu prends 9,5 de 42 000 ou 9,995 de 40 000, tu vas arriver à la même affaire. Mais ton calcul est toujours bon. Okay? Où tu ne peux pas faire ça, c'est quand tu as fait un particulier, ils ne te chargeront pas 9,5, ils vont te faire 9,985. Tu comprends? C'est pour ça que je vous montre à le compter comme ça. Mais si toi, c'est un véhicule neuf, tu fais le calcul de 9,5 sur le taux du véhicule sur le 42 000, tu vas arriver exactement à la même affaire. Il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, même les détaillants, c'est tout sur 40 000. Oui, c'est à cause c'est plus clair pour le montrer. OK? C'est plus clair, mais tu as parfaitement raison. Mais c'est le même calcul. OK? Donc, ici, je me ramasse avec 45 995. Combien le véhicule m'a coûté au net une fois que j'ai déduit ce que j'ai reçu de l'acquéreur de mon vieux véhicule? 35 000. J'ai reçu comment pour la vente de mon vieux véhicule? 10 000 et non pas 10 995. Vous êtes d'accord? J'ai reçu 10 000. Donc, mon véhicule m'a coûté 35 995. Est-ce que tout le monde est conscient de ça? Pourquoi? Parce que ça m'a coûté 45 000 et j'ai pris le 10 000 que mon vieux véhicule m'a donné comme produit de la vente. Et j'aurai juste à sortir de mon compte bancaire 35 995. Maintenant, on se pose la question, est-ce qu'il y aurait moyen de sauver quelques dollars? Et c'est là que ça devient important, le calcul. Sans biaiser quoi que ce soit. Le seul moyen de faire ça, c'est de faire les choses suivantes. Je m'en vais avec mon acquéreur de mon vieux véhicule. Je vais juste passer un petit peu encore ici. Je donne en échange mon vieux véhicule, ce qui fait que les taxes vont s'appliquer sur le net, soit la valeur de mon véhicule neuf moins mon vieux véhicule sur 30 000 $. Et là, je vais calculer de la TPS et la TVQ. Pour la TPS, c'est toujours 5 %, ça fait 1 500. Puis ici, ça va donner à peu près 2 995, quelque chose de très, très proche de ça. Tout le monde me suit? Quand je vais arriver au total ici, ça va me coûter 34 495. OK? Versus 35 995. Donc, je mets dans mes poches à peu près 1 500 $. Tout le monde me comprend bien? Maintenant, l'acquéreur du vieux véhicule, s'il n'est pas au courant du traitement des taxes et qu'il ne dit pas un mot, vous venez de mettre 1 500 $ dans vos poches. La chose est très simple. La chose à faire est la suivante. Vous arrivez avec votre acquéreur de votre vieux véhicule au garage où vous prenez votre nouveau véhicule et vous demandez ce qu'on appelle une vente d'accommodation. C'est clair pour tout le monde, ça? La vente d'accommodation consiste essentiellement à vendre le vieux véhicule lors de l'échange et lui, il va le revendre quelques secondes plus tard, quelques minutes plus tard, à notre acquéreur. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est qu'il va être obligé de lui vendre 10 000 $ plus TPS. Parce que quand on l'achetait d'un particulier, il ne payait pas la TPS. Donc, 500 $ de TPS et 998 de TVQ. La personne va donc payer 11 498 $. Elle ne voudra pas si elle comprend les règles. Elle va dire, hey, je paye 500 $ de plus complètement pour rien. Moi, je ne veux pas faire ça. C'est quoi vous allez faire à ce moment-là? Vous allez lui dire, écoute, moi, je fais 1500 de plus. Je vais te le donner, le 500 $ lors de la transaction pour que ça te coûte le même montant. Et moi, je vais avoir fait une économie nette de 1000 $.
qui correspond essentiellement à ce montant-là ici, parce qu'on n'aura pas besoin de payer la TVQ sur le véhicule, que l'autre doit payer de toute façon, puis nous, on a le crédit directement, parce qu'on charge la taxe sur le net. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde, ça? Ça, je veux que vous regardiez comme il faut cette démonstration-là sur Internet, si vous n'êtes pas certain, pour voir comment le calcul se fait. Il se fait toujours en 3 étapes. La première étape, on calcule comment va coûter à l'acquéreur du vieux véhicule le montant total. La deuxième étape, on calcule sans échange combien ça nous coûte. La troisième étape, on calcule avec échange comment ça nous coûte. Quand on a fait ces 3 étapes-là, tout ce qu'il nous reste à concevoir, c'est voici comment ça me coûte sans échange, voici comment ça me coûte avec l'échange pour la vente d'accommodation. Je sauve donc ce montant-là. Si lui paye plus, on a juste à lui redonner pour que ça revienne au même montant. Tout le monde est heureux.